Enfin, pour eux, bien s'intégrer, c'est s'assimiler. Moi, c'est un mot qui me fait vachement peur, en fait, l'assimilation. D'ailleurs, tu le dis, l'assimilation, ça a pu régler des choses. Genre, quand ils se sont assimilés, ça y est, ça a apaisé le truc. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit tous pareils? Le mois de mars veut être un mois de sensibilisation et de lutte contre les différentes formes de discrimination. On a donc voulu réunir 3 profils concernés par ces problématiques et discuter, entre autres, de discrimination sexiste, raciale et transphobe. Je m'appelle Émilie Tran-Guyenne, je suis journaliste à France Télévisions depuis quelques années maintenant et je viens de réaliser un documentaire qui est toujours disponible sur France.tv qui s'appelle Je ne suis pas Shintok. Moi, c'est Morgane, je suis thérapeute et formateur sur la question de diversité de genre et de sexualité. Et je suis auteur aussi. J'ai sorti un livre qui s'appelle Ceci n'est pas un livre sur le genre pour vous aider à mieux comprendre un sujet dont on parle beaucoup, mais surtout dont on parle très mal. Salut, moi c'est Someboy vrai nom, donc j'ai une chaîne qui s'appelle Histoire Crépue sur laquelle je parle d'histoire coloniale française et je viens de sortir un documentaire en 4 parties sur les statues coloniales qui sont dans la ville de Paris et du coup on raconte vraiment l'histoire de ces statues, qui les a créées, qu'est-ce qu'elles représentent et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens les critiquent. Avant de regarder celle du dictionnaire, quelle est votre définition du mot discrimination ? C'est le rejet de quelqu'un, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représenterait. Et enfin ouais, c'est comme ça que je le définirais. C'est le côté aussi systémique, systématique du rejet et de la haine d'une communauté qui est d'ores et déjà marginalisée, quoi. Je dirais c'est aussi un rapport politique ou un rapport de pouvoir dans le sens où il y a des personnes qui n'ont pas le pouvoir ou qui sont exclues des zones, des espaces de pouvoir justement par rapport à ce qu'elles représentent ou la manière dont les gens les perçoivent à l'extérieur, quoi. C'est très complet. Le Larousse, nous, il nous dit c'est action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision. La discrimination de deux choses entre deux choses et le fait de séparer un groupe humain des autres en les traitant plus mal. La discrimination est nourrie aussi par toute une panoplie de stéréotypes, de clichés qui impactent négativement les personnes qui en sont victimes. Pourtant, assez curieusement, on a l'impression qu'il y a des clichés qui sont dits positifs. Est-ce que vous pensez que les stéréotypes peuvent être positifs et quels sont les types de stéréotypes qui sont associés aux communautés que vous représentez chacun ? Je ne suis pas certain qu'un stéréotype ou qu'un cliché puisse avoir quoi que ce soit de positif en réalité, parce qu'on part du principe que c'est une caricature, donc ce n'est pas l'image en réalité de la communauté qu'il tend à représenter. Les stéréotypes positifs, c'est effectivement les Asiatiques sont bons en maths, les Noirs savent bien danser, les homosexuels savent super bien s'habiller. Alors, effectivement... Mais ouais, c'est vrai qu'en apparence, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu innocent, de quelque chose de plutôt positif. Mais je pars du principe que c'est vraiment mettre une communauté dans un même sac, créer un monolithe de l'expérience d'une communauté qui est faite de plein d'individualités différentes. Et du coup, je ne suis pas certain que d'attribuer des caractéristiques spécifiques à un éventail de personnalités, ce soit très positif. Ouais, dans le doc qu'on a co-réalisé avec Jessica, les Asiates, effectivement, il y a eu cette peur un peu d'être prise au piège par le compliment qu'on peut te faire au début, genre ah ouais, mais vous, c'est pas pareil que les autres, parce que vous êtes fort en maths. Vous êtes discret, vous intégrez bien et donc, sous-entendu, mieux que les autres. Mais là c'est là que tu te dis, mais en fait, mieux que qui ? Donc, est-ce que tu dois prendre le truc comme un compliment et comme quelque chose de positif ou 2 secondes après, tu te dis, mais enfin, d'ores et déjà, on m'enferme dans un groupe, on ne me regarde pas pour ce que je suis, on ne tient pas compte de ma personnalité à moi. En plus, les Asiatiques, ça ne veut rien dire. L'Asie, je vous invite à regarder le continent de l'Asie. Et c'est ça, en fait, le piège de ces positifs. On a même parlé de discrimination positive à un moment donné. Dire ouais, il faut faire la discrimination positive pour mettre plus de gens, je ne sais pas, moi, qui viendraient d'une catégorie sociale plus populaire dans des écoles ou plus de filles. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un vrai problème quelque part. Je n'ai pas la réponse à savoir s'il fallait le faire ou pas. Moi, j'ai vu la chef de ZFE, Manon Fleury, récemment, 32 ans, qui a été étoilée. Elle est dans un doc de France Télé d'envoyé spécial et elle embauche que des femmes à des hauts postes. Et elle dit, si je ne le fais pas,
elles vont pas penser qu'elles sont capables. Et on lui dit, mais vous faites de la discrimination positive? Elle fait ouais, et elle se marre. Genre, elle assume totalement ce truc. Donc oui, il y a des choses, je pense pas qu'un stéréotype pareil puisse être positif. Je pense que quand même, il y en a qui l'ont pris, ont pu s'en servir, mais que ça portera forcément préjudice à quelqu'un d'autre. Moi, dans mon travail sur l'histoire coloniale, c'est ça que je fais le plus. J'essaie de voir l'histoire des stéréotypes, c'est-à-dire que les stéréotypes, ils apparaissent dans un contexte particulier. On va pas avoir le même stéréotype sur les personnes asiatiques ou noires dans un territoire et dans un autre. Et du coup, je me demande aussi à quoi servent les stéréotypes en fonction des endroits dans lesquels ils existent, quoi. Et donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt remonter un peu à l'histoire des stéréotypes. Comprendre d'où ils viennent. Voilà, c'est ça, comprendre d'où ils viennent et ensuite comprendre pourquoi est-ce qu'on s'en est servi. Je pense à un personnage comme Joseph Gallieni, qui est un général colonial qui a opéré notamment au Mali actuel et qui va créer des stéréotypes sur différentes populations, entre les Peuls et les Bambara, qui sont différentes populations qui sont au Mali. Il va créer des stéréotypes positifs pour certains, négatifs pour d'autres, parce que ça va encourager l'administration française ensuite à déclencher une guerre contre l'un des groupes. Donc en fait, il y a toujours aussi une histoire de pourquoi les stéréotypes Mais ce qui est existent. intéressant dans ce que tu dis, c'est on se demande si jamais les stéréotypes du coup sont basés sur quelque chose de vrai, d'un constat, ou s'ils sont purement inventés, ou est-ce que on part du constat et on le déforme, ou en tout cas on l'amplifie pour s'en servir. C'est ça. Alors on pourrait en faire toute une émission sur les stéréotypes sur les personnes trans, mais pour le coup, il y a énormément de stéréotypes qui sont très clairement inventés pour nuire à la communauté. Genre, par exemple, qu'on irait dans les écoles pour convertir les enfants, pour leur apprendre comment on fait pour changer de sexe à partir de 3 ans, qu'on serait des êtres hypersexuels qui voudraient tromper nos partenaires par rapport à notre corps. Il y a plein de choses finalement qui sont là. Voilà, il y a énormément de théories qui sont des théories complotistes finalement, et qui deviennent des stéréotypes de notre communauté. Je pense aussi, bien évidemment, à les personnes trans voudraient, mais c'est un peu comme pour la communauté racisée aussi, grand remplacer tous les autres. Donc on nous prête un pouvoir qu'on n'a pas et on nous prête des intentions perverses, des intentions finalement qui viennent pathologiser notre identité et nous mettre dans une posture de menace finalement pour les femmes, pour les enfants et pour la société, pour le maintien finalement de la civilisation. Il faudrait plus qu'on existe, quoi. Moi je crois aussi qu'il y a une nature humaine qui est de se protéger et de protéger son clan, de protéger son territoire, et qui fait que le réflexe plutôt, et c'est vrai que plutôt que de s'ouvrir et de dire mais attends, je vais apprendre à connaître l'autre avant d'avoir peur et de m'enfermer comme ça, non, c'est de s'enfermer. Et je pense qu'en réalité, si on en est encore là en 2024 et s'il y a encore des discriminations, etc., c'est que ce réflexe, j'ai l'impression qu'il y a une part de nature, et je pense qu'il faut justement aller contre ça. Et aller contre ça, c'est-à-dire discuter, dénoncer, parler, réfléchir, poser les questions, pour penser un peu contre soi-même et parce qu'en fait, il y a des villes en France qui ont voté extrême droite, alors que c'était des villes où on voyait que c'était là qu'il y avait le moins de taux de personnes issues de l'immigration. Donc c'est vraiment des peurs de l'inconnu, des peurs des choses qu'on ne connaît pas, et cette envie de rester là. Et parfois je me dis, mais est-ce que ça vient pas d'au fond de nous? D'ailleurs, on va dans d'autres pays, on est tous le raciste de l'autre, quoi. En fait, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose dans toutes les sociétés humaines de peur du groupe autre. Et ça peut être dans deux villages, l'un à côté de l'autre. Il va y avoir une peur d'un groupe autre. Et ça s'est vu en France, par exemple, si vous lisez les textes qui existent dans les années 1800, à l'époque de la Commune, etc., les manières dont les Bretons sont décrits, mais on croirait, genre, c'est aussi violent que la manière dont les Noirs sont décrits. Ouais. Et en fait, donc même au sein des communautés blanches d'Europe et même de France, dans le même territoire, il y avait effectivement ces trucs-là de peur de l'autre, de détestation, de haine, d'une forme de racisme. En tout cas, on définit les Bretons comme une sorte de race différente, par exemple, de ceux qui habitent à Paris. Et ça va produire tout un tas de clichés, on va dire avec leurs yeux bleus, un peu de chien, de husky, mais tu vois, des trucs hyper violents. Et les Auvergnats, pareil, par exemple. Mais ensuite, aujourd'hui, ce qu'on vit, je pense que ce n'est pas seulement cette dimension qu'on pourrait dire qui est un peu de la xénophobie. Moi, j'essaie de faire la différence entre deux termes. Du coup, la xénophobie, c'est cette peur de l'autre. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, en tout cas quand on est une personne non blanche en France, c'est plus du racisme, qui est un truc un peu différent, dans la mesure où
là, les personnes blanches, par exemple, qui vont être bretonnes, auvergnates, etc., après un long moment d'assimilation dans la nation française, leur blanchité fait qu'on ne va plus forcément les discriminer pour cette raison-là. Mais les personnes non blanches, malgré, par exemple, on pense aux personnes qui sont des Antilles, ça fait plus longtemps qu'ils sont français que beaucoup de personnes du sud de la France, par exemple. Et pourtant, on va toujours produire cette xénophobie, cette différence avec eux, parce que là, il y a quelque chose qui rentre en plus, qui est le racisme, et qui est vraiment une théorie politique. Pour moi, c'est pas quelque chose de naturel, c'est vraiment quelque chose qui a été appris. C'est quelque chose d'intentionnel qui sert à un pouvoir, c'est-à-dire qui sert à créer une différence entre deux classes différentes de population. Voilà. Et ce qui va permettre une exploitation particulière des gens. Et c'est comme la question de la classe sociale, c'est une façon de faire des classes sociales, mais qui repose sur de la couleur, quoi, en fait. Et je pense que ça, c'est très différent de la xénophobie qu'il peut y avoir même en Afrique. Tu peux avoir deux peuples qui se détestent. Enfin, il peut y avoir, voilà, bien effectivement. Sûr, et puis, ça se voit partout, ça, les pays africains, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, en Asie, les Cambodgiens, les Vietnamiens, etc. Ça, c'est sûr. Mais moi, je rebondis sur ton mot, la assimilation, moi, qui me pose énormément de questions. Et qui est un terme utilisé d'ailleurs par les hommes et les femmes politiques aujourd'hui. Et il y en a qui demandent pour eux, bien s'intégrer, c'est s'assimiler. Et moi, c'est un mot qui me fait vachement peur, en fait, l'assimilation. D'ailleurs, tu le dis, l'assimilation, ça a pu régler des choses. Genre, quand ils se sont assimilés, ça y est, ça a apaisé le truc. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit tous pareils? Qu'on a, je sais pas, en fait, ce mot, moi, il m'échappe. Et quand je me demande ce qu'ils cherchent et ce qu'ils entendent derrière ce mot-là. C'est un mot qui vient de l'histoire coloniale française, en tout cas dans le contexte français. Et du coup, assimilation, au départ, c'était utilisé parce que les colons, quand ils allaient dans une colonie, par exemple en Algérie, en Afrique et autres, ils avaient, les enfants qui étaient nés sur la colonie, est-ce qu'ils avaient les droits des Français de métropole ou est-ce qu'ils avaient les droits des colonisés, puisqu'ils étaient nés sur place? Et du coup, il y avait une question d'assimilation qui était en fait purement juridique. Oui, on va dire, donc ceux qui sont nés de parents français métropolitains ont les mêmes droits politiques, même s'ils sont nés dans la colonie. Ce qui permettait une différence raciale entre ceux qui étaient non blancs. Et ensuite, ce terme s'est étendu de manière de plus en plus large pour pouvoir faire rentrer des indigènes, à l'époque on les appelait comme ça, aussi avec les mêmes droits que les Français. Mais pour avoir ces droits comme les Français, il fallait qu'ils renient leur culture, leur religion, etc., pour qu'ils se conforment à la religion, à la culture de type française. Et du coup, jusqu'où ça va, jusqu'où ça va, c'était, en fait, moi je pense, et ça c'est mon avis personnel, que cette politique, cet objectif d'assimilation, il est volontairement inatteignable parce qu'il voudrait dire détruire toute la substance des personnes. Et du coup, ça a été proposé parce que les colons savaient que ce n'était pas atteignable. Et du coup, les gens juste essayaient de s'assimiler. Mais si tu restes musulman, par exemple en Algérie, dans les années 50, tu ne peux pas t'assimiler parce que en tant que musulman, c'était quasiment rendu impossible. Et du coup, le mot assimilation, il a été possible pour des personnes en Bretagne, etc., parce qu'on a détruit leur langue locale, parce qu'on les a empêchés d'avoir leur rite, etc. Mais pour des personnes non blanches, ça a été rendu le plus impossible le plus impossible possible. Il y avait un documentaire qui s'appelle Noir en France, qui a été diffusé pendant très très longtemps sur France Télé. Et on disait que justement, une des grandes pressions, entre guillemets, des personnes, ici noires, mais racisées, ou des femmes dans des domaines très masculins ou autres, c'est justement d'essayer de montrer patte blanche et de ne pas faire de vagues et de rentrer dans le moule et de prouver un peu viscéralement que non mais moi je suis digne d'eux, moi je suis le bon petit soldat, moi je respecte un peu les codes. Mais comme Someboy vient de le dire, au final même en faisant ça, en fait on perd. Mais si déjà t'acceptes ça, si déjà t'acceptes cette règle du jeu, presque tu fais le jeu du racisme, de la discrimination, du rejet. Tu es en train de dire, moi, je dois prouver quelque chose parce que je suis moi et que je ne suis pas comme toi. Déjà, la règle du jeu, je trouve qu'elle est faussée. Et on peut même l'étendre aux personnes trans, LGBT, tout ça. Ça veut dire qu'on enlève toute différence. La différence n'est pas acceptée. Mais jusqu'à où? La différence de genre, de sexe, de manière de s'habiller, de prénom. Ça va hyper loin. Si tu commences à laisser la porte ouverte à ça, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la limite. Et je sais pas, on n'arrête pas de dire il faut de la diversité.
Et en fait, je pense qu'à la base, il y a une différence de point de vue. Et je ne sais pas si, quelque part, si c'est réconciliable. Mais il y a ceux qui vont penser que la diversité, que différent, c'est possible et c'est une richesse. Et en fait, il y en a d'autres qui vous demandent, c'est de ne pas être différent. Mais de base, comme c'est impossible, et c'est ce que tu disais, il y en a qui seront toujours rejetés. Et jusqu'où on va dans le rejet et jusqu'où on va dans l'acceptation ou non de la différence. Avec le terme de diversité, en général, il y en a un qui suit tout de suite après, c'est l'inclusion. Mais qui inclut qui, en fait? Qui inclut qui décide de ce qu'est la normalité, qui décide de qui est à la marge. Et quand tu disais il faut montrer patte blanche, il faut montrer patte blanche, il faut montrer patte hétéro, il faut montrer patte cisgenre, il faut montrer patte masculine, valide, mince. Et donc du coup, il y a une véritable volonté de, finalement c'est un peu venez comme vous êtes, mais comme on vous a dit d'être quand même un peu. Donc il y a... En fait, il y a un vrai piège. C'est un peu comme l'histoire de l'âne et de la carotte. C'est-à-dire que la carotte, c'est qu'on nous fait un peu visualiser que potentiellement, un jour, on va arriver à la grande égalité et que tout le monde sera équitable et qu'il n'y aura plus de discrimination, qu'on sera tous au même régime. Mais sauf que dans un système capitaliste, patriarcal, colonial, l'égalité, ça n'existe pas. Ça ne peut pas advenir. Parce que ces systèmes-là reposent sur l'inégalité, sur la hiérarchisation des identités en fonction de son identité. Et donc, il y a aussi ce piège-là de, par exemple, dire aux femmes voilà, il faudrait péter le plafond de verre pour pouvoir enfin être payées à égalité avec les hommes. Sauf que ça, c'est un rêve. C'est un peu un rêve comme les publicités, le rêve américain. Non, il ne faut pas s'arrêter à là. Il ne faut pas péter le plafond de verre, il faut péter tout le putain de bâtiment en fait. Parce qu'à un moment donné, si on se contente de péter le plafond de verre, il y aura toujours de fait des personnes qui seront en dessous. Et donc l'idée, c'est pas de, pour soi, essayer d'obtenir davantage de privilèges, c'est de faire en sorte de créer un système où les privilèges n'existent plus, pour justement essayer d'assurer une équité véritable et pas une égalité totalement illusoire qu'on pourra de fait jamais atteindre. Ce qui est totalement même pervers dans ce que tu dis, c'est qu'au final, on déplace le curseur et on met la charge et tout le travail sur la personne qui, elle, est opprimée ou en tout cas qui est dans la posture dite inférieure parce que femme, parce que immigrée, parce que invalide, etc. Donc on vous dit, en fait, c'est à vous de faire tout ce travail-là, c'est à vous de porter les combats, c'est à vous d'éduquer les autres, c'est à vous de, encore une fois, montrer patte blanche, alors que au final, en fait, ce sont assez rarement ces personnes-là qui sont en position de faire en sorte que les choses, elles changent. On a tous ce concept de la charge, donc la définition, c'est vraiment porter un poids. Donc on a tous cette chose-là, chacun à notre échelle, ce poids-là à devoir porter. Et non seulement on doit se le trimballer sans cesse, mais on doit aussi essayer de faire en sorte que les gens acceptent qu'on le dépose et que tous ensemble, on efface cette ardoise un petit peu salée. Qu'est-ce que vous ressentez au quotidien? Comment est-ce que ça s'articule soit dans votre vie personnelle ou dans votre espace? Déjà, tout ce que tu viens de décrire quand tu dis qu'il faut que les gens acceptent qu'on pose la charge, moi je pense déjà qu'avant ça, il faut déjà que les gens aient conscience qu'il y a cette charge. Et je pense qu'il n'y a même pas de prise de conscience qu'il y a ces charges-là à porter. Alors il y a la charge, comme tu dis, la charge mentale qu'on a beaucoup décrit pour les femmes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait conscience de la charge de d'une personne racisée qui soit consciente... La charge raciale, qui a un concept de Mabula Soumaoro qui l'a vraiment conscientisé. Et théorisé, mais en réalité, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas du tout compris, admis, même conscient. Et je vais dire, moi, c'était même pas conscient en moi, même si ce dont j'avais conscience, c'est déjà très petite, c'est que j'étais différente quand même. Genre, très, très petite, c'est « Ah, t'es de quelle origine? Tu viens d'où ?» Sous-entendu, je viens pas de France. Donc moi, même petite, il fallait que je cherche d'où je viens. Moi, je suis née en France, donc je suis née à Marseille. Oui, mais tu viens d'où? Arrête un peu ton truc. Oui, d'accord. Et donc, et très vite, ça y est, j'ai la réponse. Mon père est vietnamien, ma mère est d'origine... parce que vietnamien, on ne comprenait pas. Parce qu'on voit bien que je suis mélangée, donc je rajoutais.
Et je me rappelle en fait vraiment des réactions soulagées quand je vois c'est bon, j'ai compris. Quand tu dis t'es d'origine, les gens, c'est bon, voilà, j'ai compris d'où tu viens. Et je disais, ma mère est d'origine algérienne. Ah d'accord, c'est pour ça. Oui, et après, c'est bon, le truc est évacué. Mais mine de rien, ça m'a mis en tête et je vis avec cette charge-là je sais que quand on me voit, on se demande d'où je viens, de quelle origine je suis, etc. Et ça peut changer les choses. Moi, il y a pendant longtemps, mais vraiment, la télé, alors je la regardais, moi j'ai vécu à Clermont-Ferrand pendant longtemps, on regardait en Auvergne, voilà, tu connais? Ouais, je connais. Voilà. Et je regardais la télé, et pour moi, la télé, qui était un média que j'adorais, dans le sens où c'était vraiment à la maison, ça rassemblait toute la famille, on pouvait se marrer devant la télé, j'ai appris beaucoup de choses devant la télé, mais il n'y avait pas de filles qui me ressemblaient. Et encore, moi, je suis métisse, tu vois. Et je cherchais justement. Et je me rappelle très bien qu'à un moment, je me suis dit, de toute façon, c'est que ça ne doit pas être pour des filles comme moi. Voilà. Et ça, en vrai, ça a été une charge où il a fallu que je me dépatouille. Alors, c'est arrivé un peu. Et je te jure, dès qu'il y avait une brune, mais rien qu'une brune, je m'accrochais à ça, quoi. Et je pensais qu'il y avait que les blondes qui avaient le droit d'être à la télé. Sur cette question de charge ça rejoint beaucoup toutes ces questions d'assimilation, parce que je pense que il est attendu de nous, très clairement, qu'on soit des bonnes femmes, qu'on soit des bons gays, qu'on soit des bons trans, qu'on soit des bons noirs, qu'on soit des bons asiatiques, qu'on soit des bons arabes. Et du coup, forcément, avec cette pression-là, vient la charge de c'est quoi être un bon gay, c'est quoi être un bon arabe, c'est quoi, etc., etc. Et de la nécessité donc de suivre les règles du jeu de la majorité pour pouvoir être acceptable, pour que notre identité soit compréhensible finalement aux yeux de la majorité. Et donc c'est pour ma part, en tout cas par rapport à la communauté trans, c'est être obligé en tout cas de se soumettre à des standards cisgenres en termes d'apparence physique. Si, par exemple, je vais prendre l'exemple des femmes trans, on leur dit toute leur enfance, toute leur jeunesse, oh mais t'es une fillette, oh mais t'es qu'une pédale, etc., etc. Et à partir du moment où elles disent leur vérité, à savoir que ce sont des femmes, là on leur refuse l'identité de femme. Et donc finalement, c'est important de comprendre qu'on ne gagne jamais avec les règles de la majorité. Si on ne joue pas selon nos règles à nous, on ne gagne jamais. Et donc c'est important de pouvoir être en mesure de trouver une communauté pour pouvoir trouver des rôles modèles qui vont nous permettre de s'émanciper de la vision de la majorité pour créer nos propres identités et s'extirper un peu du carcan dans lequel la majorité nous a mis, quoi. En fait, moi, je vais parler de la charge raciale. C'est un truc, en gros, moi j'aimerais bien ne pas penser en termes de questions raciales. Souvent les gens ils me disent ouais, toi t'es un obsédé de la race, tu vois de la race partout, tu veux remettre du racisme et tout ça. Je dis moi si j'étais juste moi, franchement je m'en fous de la race et j'aimerais bien qu'on n'y pense jamais en fait. Mais le truc c'est que en tant que jeune homme noir en France, bah j'ai pas pu échapper à cette question. C'est-à-dire que j'avais pas le choix que d'être confronté à cette question. Soit ça va être comme tu disais, il faut que je corresponde à un bon noir, genre faut que je fasse pas trop de bruit parce qu'on dit que les noirs font trop de bruit, j'en sais rien, enfin des choses un peu comme ça. Donc ça, c'est-à-dire que tout de suite, c'est dans ma manière de penser, je peux pas faire sans cette réflexion. Je suis obligé de me confronter à la question, je suis obligé d'y réfléchir, je suis obligé de me dire bon bah comment je sors éventuellement de ça. Mais en plus, moi j'ai un truc où mes deux parents ne viennent pas du même territoire en Afrique, des mêmes territoires. Il y a des mélanges dans ma famille qui font que je me dis même moi, est-ce que je suis légitime à me sentir comme noir au-delà de ça en plus. Donc ça encore, c'est une autre question qu'il faut se poser. Genre non seulement le truc que les autres nous renvoient, et ensuite est-ce que nous on s'identifie réellement comme ça. Et ensuite quand je vais en France, on me dit je suis un mec noir, mais quand je suis en Afrique, je suis un blanc. Donc, c'est-à-dire que je connais aussi ce truc-là, parce que souvent, les Blancs vont me dire « Ah, mais toi, t'es obsédé par le fait d'être noir, tu revendiques ton truc de noir et tout, tu détestes les Blancs. » Mais je sais aussi ce que c'est que d'être considéré comme un Blanc, puisque je le vis quand je suis en Afrique. Parce que je suis pas noir, dark skin, comme on dit, le plus noir possible. Et en fait, du coup... Et que je vis en France, et que je suis modelé comme un Français, etc. Et donc, en fait, cette charge, pour moi, je ne peux pas la fuir, en tout cas dans les contextes dans lesquels je vis, qui sont la France ou les pays d'origine de mes parents. Et du coup, tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qu'on choisit de mettre en avant tout le temps, c'est quelque chose
qu'on ne peut pas esquiver et du coup on est obligé, voilà, et qu'on est obligé de traiter. Et je pense que ce qu'on essaye de faire, la majorité des gens qui parlent de ces questions, c'est d'en sortir en fait. Mais pour en sortir, il faut toucher le problème, voilà, il faut essayer de le soigner. On ne se réveille pas tous les matins en se disant tiens je suis noir, tiens je suis une femme, tiens je suis trans, tiens je suis homo. C'est à partir du moment où on sort dans l'espace public et que les personnes de la majorité posent un regard sur nous qu'on devient noir, qu'on devient trans, qu'on devient une femme. Parce qu'en réalité, c'est la majorité qui nomme la marge pour bien préciser que c'est des identités particulières, spécifiques, qui ne sont pas comme les autres, qui ne sont pas normales. Et donc il faut vraiment partir du principe que quand on parle de communauté, etc., qu'on est très communautariste ou que sais-je, c'est les personnes de la majorité qui ont créé ces communautés-là, qui nous ont mis à la marge et qui du coup nous ont obligés à faire communauté pour s'en sortir parce que de fait, il n'y avait pas de main tendue. Donc on a fait un peu comme on a pu. Mais d'ailleurs, je me dis souvent quand j'essaie d'expliquer ça, les gens vont me dire ouais mais rentrez chez vous ou bien pourquoi vous êtes là, allez dans un pays où justement vous êtes en majorité, comme ça vous ne nous faites plus chier. Et en fait c'est là où moi je me dis il faut vraiment regarder le contexte historique qui nous emmène là. Et pour mon cas, moi c'est l'histoire coloniale française. Du coup c'est pas parce que c'est pas, il y a des choix dans le fait que ma famille soit arrivée ici, mais c'est les résultats d'une histoire particulière. Et tant qu'on ne comprend pas cette histoire, je sais pas, si on reste dans un truc assez vague, comme si tout se passait que maintenant, et ben on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation. Exactement ce que j'ai voulu montrer dans le doc, c'est remonter l'histoire, expliquer d'où ça vient. En plus, souvent, ces histoires-là, ce n'est pas celles qui sont racontées dans les manuels scolaires, donc il faut enquêter soi-même. Et c'est vrai qu'en réalité, si on est là, et c'est parce qu'on fait partie de l'histoire de la France. Sur la main tendue, quand je rebondis juste là-dessus, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de main tendue et qu'on peut compter que sur notre communauté pour pouvoir s'en sortir. Je pense pas. Je pense que c'est cool d'avoir une communauté parce qu'on se sent plus fort, parce qu'on s'en sent moins seul. Mais il y a quand même des mains tendues. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une main tendue. Clairement, c'est Delphine Ernotte qui justement met un gros coup de pied dans la fourmilière, qui d'ailleurs fait un petit buzz, une petite polémique quand elle dit « Moi, je veux moins d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télé ». Ça, justement, ça a fait vraiment... ça a fait jaser. Sauf que, effectivement, ça a permis à des gens comme moi d'accéder au paysage télévisuel. Après, la contrepartie, c'est que je sais et que je l'entends encore, même dans les yeux des gens, qu'il y a des gens qui vont te dire « Mais si t'es là, toi, c'est parce que... » Et moi, dans ma charge, j'aurai toujours en tête de prouver que non. Que c'est parce que je suis compétente. Je pense que je travaillerai toujours plus que les autres. C'est en moi et c'est comme ça. La représentation, elle est hyper précieuse, elle est hyper importante, mais c'est pas tout de représenter les personnes, c'est aussi de le faire avec justesse. Est-ce que vous vous sentez assez représentée, là par exemple dans l'espace médiatique? Est-ce que ces représentations, elles sont vraiment fidèles à la réalité, ou fidèles en tout cas à des attentes ou des besoins, comme tu disais tout à l'heure, Émilie, moi je suis une petite fille et je vois personne qui me ressemble à la télé, mais ne pas être cantonnée que dans certains rôles. Parfois, mais moi je suis mal à l'aise de voir les gros filons du film ou de la série ou quoi qui a pris soin de mettre un noir, un homo, un truc. Et je me dis, là ça se voit quand même. Alors je suis partagée entre ouais c'est bien parce qu'il y a un effort de représentation et en même temps c'est fait grossièrement. Moi je crois j'avais vu pour une fois une série où tu voyais qu'il y avait des personnages pas forcément genrés, homo, tout ça, mais c'était juste un détail. C'était juste la manière, ça n'était pas le... On voyait bien que c'était comme ça, qu'ils étaient comme ça, représentés, que c'était leur personnage, mais ça n'avait pas de sens avec l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était hyper subtil. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Après, moi, je vais parler au nom des persos qu'il y a dans mon documentaire. Frédéric Shaw, il me dit clairement qu'aujourd'hui, s'il n'accepte plus de faire des personnages, des accents, des choses, il a moins de rôle. Et aujourd'hui, lui, il se démène pour avoir sa boîte de prod et produire lui-même les contenus. Et c'est comme ça qu'il va y arriver. Ça, j'espère que ça va changer. Il y a un proverbe africain, alors je ne sais plus exactement de quel auteur, mais qui disait en substance que tant que l'histoire, la grande histoire en tout cas, elle serait racontée par des chasseurs,
l'histoire ne serait jamais à la gloire des lions. Et je pense que c'est vraiment important de se dire que c'est chouette de tous les films, tous les documentaires, tous les reportages, les podcasts, etc. qui sont faits sur les identités qui sont en marge. Mais il est important que le contenu, si il n'est pas créé par des personnes directement concernées, au moins qu'il y ait des consultants ou des consultantes qui soient concernés. Et c'est vraiment important, c'est ok, c'est pas un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, de se dire qu'en tant que journaliste, réalisateur, peu importe, on ne connaît pas tout sur toutes les communautés, et du coup d'accepter de se faire accompagner par une personne qui sait. Ah, et toi, tu penses qu'il faut toujours un consultant, quelqu'un qui est concerné pour... Parce que c'est vrai que ça pose la question de est-ce que tu peux parler des Noirs si t'es pas noir, est-ce que tu peux parler des femmes si t'es pas femme, etc. Et ça, c'est un truc qui fait un peu polémique. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais... Je pense que tu peux, si tu t'informes bien. Le souci aujourd'hui, alors je vais parler uniquement par exemple pour la communauté LGBT, c'est que la plupart des reportages, la plupart des films, la plupart des séries qui sont faits dessus sont faits par des personnes cisgenres, jusque-là ok pas de souci, mais il n'y a personne de trans, de concerné qui est impliqué dans le process de réalisation, d'écriture, et donc on se retrouve avec des reportages, avec des films qui dépeignent une réalité dans un premier temps monolithique, de l'expérience trans et extrêmement caricaturale, extrêmement centrée sur les opérations, sur nos corps, sur à quel point on est malheureux, sur à quel point on est seul, etc. Et quand on voit le peu de contenu qui est créé par des personnes concernées sur ces sujets-là, tout de suite on respire. On respire parce qu'on sait que, voilà, s'il y a une multitude de voix, il y a une multitude d'angles de prise de parole, et on sait que ça ne va pas être fait pour satisfaire les fantasmes de la majorité. Qu'on ne va pas créer du contenu, on va créer du contenu pour donner de l'information, mais pas créer du contenu pour alimenter finalement l'imaginaire de la majorité qui ne connaît pas ces populations en particulier. Et je sais que c'est un gros travail qui a été fourni aussi là pour la communauté trans par Océan qui s'était dit aussi, en fait, moi j'ai envie d'apporter ma vérité et de se dire que sur chacune des saisons, il y a justement un angle différent où à un moment, oui, ok, on va parler de toute la transidentité et le parcours, voilà. C'est aussi comment je fais famille, c'est aussi comment je me redéfinis dans mon espace social. C'est important que des personnes puissent prendre en main, comme Vincent De Dienne quand il a fait Homo en France et qu'il a dit voilà, en fait j'ai envie de faire ce documentaire là pour parler des luttes des personnes de ma communauté. Moi j'ai l'impression que, c'était pour rebondir sur tout ce que vous venez de dire et la question que tu disais, est-ce que il faut être noir pour parler des noirs, etc., etc. Je pense que là en France on est dans une situation où on a genre 80% de personnes pas noires qui parlent des noirs, ou même plus, 90%, 95%. Et ça, c'est un problème. Donc, pour moi, en fait, il faut qu'il y ait plus de Noirs qui aient la possibilité de s'exprimer sur ce que c'est qu'être noir. Et ça, c'est une question politique parce que, du coup, les gens qui ont les moyens d'être sur la télé publique, d'être dans les espaces de grande diffusion, c'est comme de la reproduction des élites. En fait, c'est les mêmes personnes toujours et qui ferment aussi les portes. Après, il y en a quelques-uns qui ouvrent, mais voilà. Mais moi, du coup, je me retrouve représenté, je pense, sur TikTok, par exemple, sur Twitch. En fait, je pense qu'on est dans une période où, contrairement à ce que c'était dans les années 2000, le début des années 2000, aujourd'hui, moi, je me sens représenté dans plein de contenus qui ne passent pas justement par les grands médias et les grandes distributions. Et parce que justement, on n'avait pas d'autre choix que d'investir et de créer nos propres contenus puisque personne n'avait mis en place des dispositifs pour nous permettre de les exprimer ailleurs. Et du coup, moi, j'ai beaucoup d'espoir et je pense que les plus jeunes aujourd'hui se renseignent et regardent plutôt les contenus qui sont hors de la télé et que il y a une bonne raison, c'est parce que c'est ce qui les représente. L'idée, c'est pas d'empêcher les gens de parler parce qu'effectivement, les journalistes qui font leur travail, qui se documentent et qui ont des informations justes, bien évidemment que c'est aussi leur travail de parler pour de donner de la visibilité à, mais c'est juste de ne pas empêcher toujours les mêmes personnes de parler. Tout à l'heure, Someboy, tu disais que les générations plus jeunes, elles se documentaient du coup différemment et qu'elles allaient vers certains types de contenus qui les représentaient mieux, entre guillemets, en tout cas selon eux. Où est-ce qu'on fait la différence entre communauté et communautarisme et pourquoi c'est important pour vous la communauté? Moi, déjà la première question c'est quoi ma communauté? Ça c'est le truc le plus difficile parce que comme je disais, moi c'est un mélange en fait de plein d'endroits. Alors je peux dire je suis noir, mais être noir du Sénégal, noir de Côte d'Ivoire, déjà c'est quelque chose de totalement différent. Être noir des Antilles, c'est encore autre chose. Donc
souvent, moi, les gens vont m'identifier en disant t'es de la communauté noire. Et c'est là que je trouvais que c'était bien le film de Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir, où ça montrait bien à quel point c'était pas une communauté réelle, c'est une communauté qui n'existe que dans le contexte français, en tout cas dans le contexte occidental, de domination coloniale et de domination raciale. Mais si tu arrives en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la communauté noire, tout le monde est noir. Enfin, il y a d'autres communautés, les Atiers, les Bétés, etc. Et du coup, pour moi, c'est important surtout de réfléchir et de travailler avec des gens qui se posent les mêmes questions que moi. Mais du coup, ça peut être des personnes d'origine asiatique, d'Afrique du Nord, ça peut être des personnes de plein de territoires, mais qui se posent ces questions de pourquoi on se retrouve là à ce moment-là, et qui ont aussi grandi avec Internet, qui ont aussi, il y a plein de choses. C'est pas que la question raciale en fait qui va faire communauté dans mon expérience. C'est vraiment le fait qu'on est de cette même génération de gens qui avons grandi en France avec cette problématique spéciale qu'on projette une race sur nous. Et du coup, tous ces gens-là, on va dire aujourd'hui, c'est un peu ma communauté entre guillemets, et j'en ai besoin parce que c'est avec ces personnes que je vais pouvoir dialoguer et résoudre des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, alors qu'avec d'autres personnes qui sont perçues comme blanches, qui sont blanches, dont les familles n'ont pas forcément bougé, aujourd'hui, elles vont pas forcément être sensibles aux questions que je me pose, et du coup, quand je vais en parler, ça résonne pas chez eux en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait que je vais avoir du mal à construire une réflexion sur ce sujet-là, en tout cas. Du coup, j'ai besoin de cet endroit, de cette communauté, mais qui est un sens très large, mais c'est pas excluant pour les autres. C'est vraiment nécessaire parce qu'on partage des idées communes, mais on est toujours au milieu de la vie normale, quoi. Moi, oui, c'est intéressant de dire tout ça. Moi, je me retrouve quand tu dis j'ai pas de communauté spécifique. Moi, si j'ai fait ce doc aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai senti dans le regard d'autres personnes d'origine asiatique que je pouvais porter ce message. Parce qu'ils projetaient en moi aussi le fait que j'avais un nom asiatique, que j'étais d'origine asiatique et que j'étais là où j'étais. Et que je pourrais peut-être avoir un poids. Il y avait cette confiance-là et en même temps, il y avait ce maillon-là avec l'autre. Et c'est aussi, ça rejoint ce que tu dis, mais pour l'ouvrir, c'est que toi, tu as besoin de ces gens où tu peux discuter, où quand tu poses des questions, les questions résonnent chez les autres et qu'il y a des réponses et qu'elles sentent bien qu'il y a des choses à dénouer et des débats à avoir. Et moi, ce que j'ai essayé de faire justement, c'est que ça s'ouvre et que ces questions-là se posent à tout le monde. Et que je voulais que ça soit universel. Je voulais que quand on regarde le doc, j'avais pas envie que ce soit que les Asiatiques qui se sentent concernés. J'avais envie que tout le monde se sente concerné. Et la plus belle des récompenses, c'est que dans la rue, souvent, là, on m'arrête et c'est des blancs. C'est des gens qu'on dit dans la majorité voilà, et qui m'arrêtent, ils disent « Waouh, merci, je ne savais pas ». Et franchement, je me dis c'est cool, j'ai accompli la mission là. C'est vrai que cette question de communauté, elle est difficile quand on est multi-identité, quand on vient de plein de choses. Effectivement. Vous devez choisir un truc alors qu'on est plein de choses. Ouais. C'est ça, c'est nous réduire finalement à quelque chose alors qu'on est une pluralité et que c'est hyper riche finalement de faire partie de plein de communautés, d'avoir plein d'identités différentes. Afro-descendant du côté de mon père, juif du côté de ma mère, bisexuel, trans, vegan, j'ai 1001 communautés. J'ai choisi de vivre la vie en mode difficile apparemment. Mais voilà, tout ça pour dire que de fait, j'existe dans une société qui me préexiste et qui fait que la plupart des identités que j'ai citées sont problématiques. Et du coup, va me renvoyer ça. Donc finalement, moi, comment je décide d'exister dans ces sociétés-là? Est-ce que je joue le jeu de l'assimilation pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir avoir plus de droits, avoir plus de privilèges? Ou est-ce que, en effet, l'idée, c'est de pouvoir s'organiser aussi en communauté pour pouvoir créer du lien, pour pouvoir créer de l'entraide, pour pouvoir créer et se porter les uns les autres? Si j'ai décidé d'être public sur les réseaux sociaux, c'était pas pour porter une communauté, pour avoir une voix unique d'une communauté, parce que, encore heureux, il y a plein de personnes trans aujourd'hui qui sont visibles sur les réseaux.
C'est juste que moi, quand j'ai commencé ma transition, on était au début des années 2000. La seule représentation, c'était Erwan dans Secret Story. Donc ça allait pas bien loin. Et c'était bien évidemment présenté comme un phénomène un peu bête de foire. Et ou des émissions comme Tellement Vrai, où vraiment il y a une dramaturgie pas possible sur tous les sujets. Et je m'informais sur des skyblogs. Donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Je me sens très vieux tout à coup. Mais du coup, l'idée, c'était de me dire, j'ai pas envie que la nouvelle génération de personnes trans soit obligée d'aller dans des forums hyper dark, hyper compliqués à trouver sur Internet. J'ai envie de pouvoir dire, bah ok, moi je suis une personne trans adulte, j'ai fait ma transition il y a X années et je vais bien. Et ça va, et je suis pas comme effectivement tout ce qu'on montre à la télé. Et c'est donner finalement une figure à un phénomène de société comme on le présente aujourd'hui, de dire on existe, on est aussi des êtres humains, on n'est pas que un phénomène de mode, on n'est pas que un scandale sanitaire, on est aussi des êtres humains. Et c'est voilà, rappeler qu'on est aussi comme tout le monde finalement, et que nous, notre plus grande volonté, c'est de pouvoir boire notre thé et faire notre jardinage tranquille, de pouvoir être considéré finalement comme tout le monde, d'avoir des droits humains comme tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir à la fois offrir de la représentation dans le sens où si je me vois quelque part, ça veut dire que j'existe. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et ensuite, faire comprendre à tout le monde, concerné principalement ou non, que être une femme, qu'être racisé, qu'être LGBT, c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens où on se bat exactement pour les mêmes choses et que les luttes, elles peuvent être intersectionnelles, elles peuvent se rejoindre et elles ont intérêt à se rejoindre justement pour pouvoir s'en sortir à un moment donné, quoi. Merci beaucoup Morgane, c'était un très beau mot de la fin. Je vous remercie tous les trois d'avoir encore une fois accepté d'être présents et de nous avoir éclairés. Et c'est une conversation qui n'est pas forcément très facile et c'est des thématiques qui peuvent même être assez douloureuses aussi pour chacun. Donc merci beaucoup pour votre franchise, votre vulnérabilité et pour toutes ces petites réflexions naissantes. On espère que ça pourra faire germer d'autres conversations et surtout arrêter d'avoir ce côté très complexe et très effrayant, mais que ça puisse un peu plus être démocratisé, à l'apéro, à l'école. Ouais. Voilà. Génial, ça me donne envie. Super. Merci beaucoup. Merci encore.